Il est temps d'appeler. Alors, on a déjà Nicolas Leménian, donc directeur VO France de Renault, avec nous. On va appeler Thomas Chrétien de Nissan, qui est directeur VE écosystème. Bonjour Thomas. On va appeler Sandrine Dargaud, qui est BMW e-manager. Et puis Sébastien Frezza, qui est le responsable service VO de chez BMW. Et là, avec tous ces gens-là, normalement, on devrait arriver à répondre à une partie de vos questions. On va commencer avec Nicolas, tout seigneur, tout honneur. La moitié des ventes de véhicules électriques en France, c'est la Zoé. Ça représente quoi aujourd'hui en occasion? Combien de Zoé vont être vendus en occasion cette année? Et j'imagine que vous avez un tableau de marche pour les années à venir, parce que c'est extrêmement simple. 80% des véhicules que vous vendez entre guillemets ne sont pas vendus, ils sont en LLD, c'est ça? Tout à fait. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Bonjour Jean-Luc. Alors en effet, oui, contrairement à des statistiques de marché de véhicules neufs, sur le véhicule électrique, on n'a pas besoin d'être magicien pour faire des prévisions de marché, dans le sens où sur le véhicule électrique, c'est un marché à 80% avec de la location, avec buyback réseau constructeur. Quelle durée? Globalement, sur les particuliers, on est sur du 3 ans, 37 000 km. Donc le marché, cette année, devrait tourner autour de 7 000, 7 008, 7 007, 8 000, dans lequel on va, nous, insérer 4 000 Zoé, entre 3 006 et 4 000. On va être à 50% de part de marché. Dans ce marché-là, le réseau en livre en occasion quasiment la moitié. Et ensuite, on retrouve aussi à peu près 1000-1200 véhicules de démonstration qui se retrouvent dans le marché de moins de 2 ans, forcément. Voilà, donc, et les perspectives de progression, c'est quoi? Les progressions, vous les avez sur plusieurs années, en fait, c'est hyper simple. Si vous prenez l'année dernière, cette année et l'année prochaine, on double à chaque fois. Voilà, donc on passe de 2000 à 4000 et on devrait faire entre 6 et 7000 Zoé l'année prochaine. Dans un marché, je pense qu'il sera autour de 14 000, mais ça, il y a des gens beaucoup plus aguerris pour le faire. Mais donc, on va rester très très fort et très leader sur ce marché pendant au moins 3-4 ans déjà. Comment vous déterminez la valeur d'une Zoé d'occasion par rapport au prix qu'on a vu tout à l'heure, par exemple? Alors, il y a eu une discussion très intéressante. Alors, le marché de l'électrique, alors, on a beau faire des statistiques, on est quand même dans quelque chose qui est très volatile aujourd'hui, qui se stabilise avec la confiance. On voit bien que c'est un marché, maintenant, c'est plus un marché où on est dans l'attente de savoir si on va y aller. On est plutôt dans un marché de démarche commerciale où il y a une offre qui se développe. Globalement, une Zoé aujourd'hui, le positionnement prix, nous, notre raisonnement, c'était de dire quelles sont les attentes du client aujourd'hui sur des citadines de 2 à 5 ans. On s'est dit, il y a quand même aujourd'hui une masse de Zoé qui vont avoir elles vont essentiellement avoir 3 ans, 40 000 km. On s'est dit, sur une live bien équipée, on peut pas dire que ça vaut en dessous de 9 600 €. Mais on s'est dit, avec ça, on va faire pas mal de choses, mais j'imagine que ça fera l'objet de vos questions. Mais globalement, une Zoé aujourd'hui, 9 600 €, c'est un prix tout à fait en adéquation avec le produit. C'est une belle voiture. On s'aperçoit avec le temps que les batteries sont extrêmement fiables. On va y venir, on va poser la question à tout le monde. C'était la grosse incertitude de départ qui a induit d'ailleurs la location des batteries chez Renault. C'était l'incertitude sur la fiabilité des batteries. Avant, j'avais une autre question à vous poser. Les aides de l'État n'ont pas cessé de changer au fil des ans. Comment vous arriverez à définir le prix de la Zoé d'occasion en fonction de cette variation? Puisque l'année dernière, enfin cette année encore, jusqu'à fin décembre, on peut avoir jusqu'à 10 000 €. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Ouais. Comment vous allez intégrer ça? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une Zoé plus récente, Zoé d'occasion plus récente, moins chère qu'une Zoé plus vieille? Non, alors, globalement, sur la nouvelle Zoé, c'est un peu tôt pour parler de prix de marché de l'occasion, parce que, en fait, globalement, le prix de marché de l'occasion, il se définit quasiment 2 ou 3 ans après sa sortie. On a des Zoé d'ancienne génération sur l'année 2016 qui sont commercialisées. Oui, mais on voit bonus. Oui, mais on voit bien qu'à chaque fois qu'on a une revue de la partie aide de l'État, globalement, ça tire le marché de l'occasion vers le haut. Donc 9006 sur la nouvelle Zoé, avec les aides qui vont arriver, on pense que globalement, on va le conserver, il pourra au mieux augmenter. Mais de toute façon, tout ce marché-là, on voit bien qu'il y a eu globalement une petite attente au début, une incertitude, et que globalement, c'est un marché qui ne cesse de monter. Donc 8000 Zoé d'occasion l'année prochaine dans le réseau. Nissan a été
le premier à commercialiser des véhicules d'occasion électriques en France. C'était il y a déjà un an, hein, ça passe vite. Combien de véhicules commercialisés en un an? Quelles sont les perspectives? On a vu que la Leaf était le deuxième véhicule électrique vendu en France. Sur le marché de l'occasion, ça signifie combien de véhicules? Alors, je vais parler sur du volume de cette année. On a recommercialisé via ce label VO qui a été lancé il y a un an, donc Nissan Club Occasion Véhicule Électrique, à peu près 600 véhicules. Il faut savoir qu'effectivement, la Leaf était une des premières voitures grand public disponibles sur le marché. La voiture date les premières unités en 2010-2011. Donc on a du recul. Le recul, il est mondial. Il y a 300 000 voitures qui roulent dans le monde, 460 000 avec l'Alliance au total. Mais on a aujourd'hui des très belles perspectives sur ces sujets-là. D'accord. BMW, la i3, troisième voiture vendue en France. Là aussi, il y a eu des évolutions technologiques sur le véhicule. Vous vendez, j'ai oublié de vous demander, vous vendez également la Leaf en location longue durée principalement, ou ce sont des achats fermes? Alors, les premières unités ont effectivement, sur la partie marché neuf, vendu en location longue durée. Beaucoup, hein, beaucoup de financement sur la voiture neuve, pareil sur des contrats, 37 mois, un petit peu plus de kilométrage, mais le véhicule est un petit peu plus familial, donc un peu plus gros. On a de l'évolution très très positive sur le marché du véhicule neuf aujourd'hui. On commercialise tout juste la nouvelle Nissan Leaf et on voit des parts des ventes en achat aujourd'hui qui sont beaucoup plus élevées que ce Les gens semblent rassurés. On va y venir, mais je crois que c'était une des grosses incertitudes des acheteurs jusqu'à présent. La BMW i3, on est sur un segment un tout petit peu différent, on est sur du premium. On pourrait presque se comparer à la Tesla qui était en haut du tableau tout à l'heure. Combien de véhicules vendus en France? Et sur le marché de l'occasion, pareil, les premières voitures qui arrivent. Alors vous, je crois que c'est encore plus de 80% la location longue durée sur la i3. On est, je sais pas si ça. Non. Si, il y a un petit bouton, il faut appuyer dessus. Il faut bien parler près du micro. Ouais, au niveau de la location longue durée sur la i3, on est environ à plus de 70%. Oui. À plus de 70%. Aujourd'hui, là, sur la fin de l'année 2017. Clairement, nous, on est au balbutiement de nos retours, donc pass-lease. Sur l'année 2017, ça représentait environ 70 véhicules. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un modèle de vente qui est un peu différent, puisqu'on est en modèle de vente direct sur BMW i et pas donc en modèle wholesale, donc à concessionnaire. Donc on a aussi du VD, du démo car, qui se retrouve aussi en VO, en Young Used Car, et donc on en a fait à peu près 200 sur 2017. Et donc avec des véhicules beaucoup plus récents là? On avait de la 60 ampères, donc première génération, et on a commencé sur la 94 ampères avec nos démo cars, oui, tout à fait. D'accord. Alors, pour revenir, une des premières interrogations du futur acheteur de voitures électriques, hormis l'autonomie, mais ça, on ne va pas parler du produit en lui-même, c'est la fiabilité des voitures. C'est, dès le départ, l'incertitude, c'était on a tous un téléphone portable. C'est est-ce que la batterie de la voiture électrique que je vais acheter va durer aussi peu de temps que celle de mon téléphone portable, que je suis obligé de changer tous les 2 ans ou 3 ans. On commence à avoir un tout petit peu de recul, donc avec ces premières voitures qui arrivent dans les concessions en occasion. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de donner une durée de vie pour une batterie de voiture électrique? Alors, je parle des premières générations et on va parler de l'évolution. Thomas? Alors, donc effectivement, encore une fois, on a la chance maintenant d'avoir de l'historique et du recul, et dans plusieurs régions dans le monde. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, là où au début de la commercialisation du véhicule électrique, on pensait qu'il allait falloir remplacer les batteries assez vite, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, les batteries vont largement survivre aux voitures. Alors, il y a des programmes de seconde vie de batterie qui sont lancés, il y a des choses qu'on a lancées également côté Nissan, mais le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que la durabilité de la batterie n'est pas un sujet. La bonne nouvelle également, c'est qu'il y a des offres de garantie sur les véhicules neufs et globalement chez tous les... Ça a évolué d'ailleurs, hein, c'est passé de 5 à 8 ans sur les... Tout à fait, 5 ans, 100 000 km sur la capacité de batterie, à 8 ans, 160 000 km, avec l'amélioration de la technologie, effectivement. Mais on peut imaginer qu'une batterie aujourd'hui, dans sa vie automobile, elle va durer quoi, 10 ans? On le compte en kilomètres, en années, on le compte comment? Alors, on a des perspectives sur le sujet, ça va dépendre des régions de l'usage, mais aujourd'hui, c'est des très belles perspectives. On sait qu'aujourd'hui, on peut facilement penser dépasser les 10 ans sans difficulté. Le véhicule électrique fera un très bon véhicule d'occasion. On a y compris des cas de fort kilométrage. Dans l'exercice qui a été fait tout à l'heure, il y avait des cas avec d'autres véhicules de marque avec des forts kilométrages. On a des cas également, je vais prendre un cas qui
concerne chez nous, chez Nissan, on a un taxi en Espagne qui a dépassé les 300 000 km, qui est une Leaf de première génération. Sans changer la batterie. Sans changer la batterie. Et qui a encore de la capacité de batterie, puisqu'il utilise toujours son véhicule aujourd'hui. Il fait 3 charges rapides par jour. D'autant qu'une batterie qui ne sera plus apte à faire un usage automobile pourra avoir une deuxième vie, donc elle a encore une valeur. Au moment où on dit je vais changer la batterie, on ne jette pas à la poubelle la première batterie, elle est encore valorisable. Bien sûr, le bon exemple, vous parliez du téléphone, il y a aussi un marché d'occasion pour le téléphone. Aujourd'hui, un iPhone d'une ancienne génération, par exemple, est encore un véhicule qui a de la valeur et qui fonctionne avec de la batterie. Sa batterie fonctionne. Et effectivement, cette batterie va avoir une valeur, le prix du kilowattheure, mais pour ouvrir d'autres perspectives qui vont bien au-delà du véhicule, qui sont notamment le stockage d'énergie, par exemple, ou bien au-delà pour avoir le véhicule électrique qui vient aider les réseaux électriques. Mais on est au-delà de la perspective du seul véhicule, mais elles sont très grandes. Sandrine, chez BMW, les batteries, alors vous maîtrisez plus en interne la fabrication des batteries, ça vous permet de garantir aussi les batteries Tout à fait. Pour combien de temps? C'est 8 ans? Alors on a une garantie 8 ans, 100 000 km. Mais la spécificité, comme vous le disiez, est notamment sur la 94 ampères où on a augmenté de 50% de plus de charge sur la batterie. On a développé une nouvelle technologie avec Samsung et qui nous permet, on a 8 modules donc dans le plancher de la i3 qui nous permet d'interagir sur chaque module. C'est-à-dire que chaque module est indépendant. Ils interagissent tous ensemble sur la charge délivrée. Donc par exemple, si vous avez un module qui demain donne une charge de, donne une charge de 50% au lieu de 100%, on va changer juste un module sur la batterie. Donc pas de remplacement d'une batterie à 10 000 €? Non, pas de remplacement total de la batterie, puisqu'en effet, on est notre propre fabricant et fournisseur de batteries. C'était le parti pris de BMW à l'origine, quand on a lancé la i3. Et on est déjà, nous, dans la démarche de batteries de stockage, donc de batteries stationnaires. Pour un ordre d'idée, on en a vendu 900 en Europe. C'est-à-dire que la batterie a une deuxième vie. Donc on réutilise nos batteries pour en faire de la charge stationnaire, notamment, alors il y a quelques particuliers qui le font, qui l'achètent. Donc ça va être une batterie murale qui va alimenter notre wallbox, qui va alimenter la voiture. Et donc cette batterie murale, qui est une batterie stationnaire, va permettre de stocker de la charge en heures creuses, etc. Et donc de délivrer à moindre coût et d'avoir une optimisation de sa charge à la wallbox qui va délivrer à notre voiture. Ensuite, on en vend aussi à entreprises beaucoup. On fait beaucoup de modules de 10 batteries pour alimenter des entreprises aujourd'hui avec des batteries murales. Donc on est déjà dans un deuxième cycle de vie. Donc la fiabilité des batteries n'est pas un sujet aujourd'hui. On est rassuré, on sait qu'on a au moins 10 ans. D'où la question qu'on peut poser à Renault. Au départ, l'argument principal pour la location des batteries, c'était oui, mais si demain votre batterie descend en dessous de 75% de capacité, on vous la change gratuitement puisque vous la louez, c'est pas votre batterie. Est-ce que déjà vous avez eu des remplacements de batteries depuis que la Zoé est commercialisée? Alors, pour l'instant, on n'a jamais eu de remplacement. On a eu des remplacements en cas d'accident ou de défaut de conduite ou de choses comme ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles tiennent très très bien la route et que globalement, on est content de cette technologie, donc pas de remplacement pour l'instant. Alors, on peut se poser la question, autant pour un véhicule neuf ou un véhicule qu'on va prendre en LLD, la location de la batterie peut passer inaperçue puisqu'on va la payer dans un loyer global, autant sur un véhicule d'occasion dont la valeur va avoir pas mal diminué, on l'a vu, annoncé, alors c'est quoi le tarif? 59 € par mois pour la première œuvre de location de batterie, c'est ça? Alors oui, 59 € par mois, avec ça vous avez... Comment vous justifiez ça? Parce que puisqu'on a vu que la panne de batterie, c'était quelque chose aujourd'hui d'illusoire. Tout à fait, mais alors déjà il faut savoir une chose, c'est que vous êtes quand même... la technologie de la batterie, ça reste quand même une techno chère. Nous, on fait le choix de la louer pour une certaine sérénité auprès du client. C'est un autre type de service, c'est une autre stratégie. Sachant qu'avec 59 € par mois, vous avez une garantie à vie. Ce n'est pas une garantie avec une date limite dans le temps. On vous dépanne en cas de panne 24 heures sur 24, en panne 0 km. Donc vous avez, et puis évidemment, on vous la remplace si jamais vous aviez un taux de charge inférieur. Donc à 59 €, vu la technologie et le service associé, finalement, ça se trouve très très bien sa place dans le... 59 €, on peut encore le justifier avec un véhicule à 9 000 €, mais si demain on a des Zoé d'occasion qui sont à 4 000, 5 000 €, on aura du mal à justifier 59 €. Ce qui sera possible par la suite de racheter la batterie, par exemple.
Alors, on ne s'interdit pas de le faire. Pour l'instant, ce n'est pas encore au programme, parce que pour l'instant, on est plutôt dans des Zoé qui valent, comme je vous dis, autour de 10 à 12 000 euros. Donc, le service a bien sa place, sachant qu'il faut quand même bien distinguer aujourd'hui le châssis et le service. La batterie, aujourd'hui, on paye un service, une techno, une garantie. C'est indépendant finalement du prix de la voiture. Même si c'est vrai que passer un certain stade, quand on arrivera à des valeurs qui vont d'ailleurs vachement se stabiliser finalement, mais quand on arrivera à des valeurs d'ici 7-8 ans à 3 500 euros, oui, là peut-être qu'on pourra se poser la question. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est un service qui trouve sa place. D'accord. Nissan propose les deux formules. Il y a la formule Flex et puis la formule achat. Alors sur la nouvelle Leaf 2 qui va arriver, vous avez purement et simplement abandonné la formule location. C'est provisoire, ça va revenir. Est-ce que ça veut dire que Nissan a analysé les deux formules et trouve que la formule de location de batterie n'est pas pertinente sur le long terme ? Alors, lorsqu'on a lancé la toute première génération de Leaf, la voiture était uniquement proposée avec la batterie incluse. Lorsqu'ensuite on est arrivé avec l'Alliance et effectivement la Zoé, on a ouvert les deux offres en 2013 pour répondre aux deux besoins. Aujourd'hui, on sait qu'on a une part des ventes qui est très importante sur le schéma avec la batterie incluse, et on sait aussi que la valeur des véhicules d'occasion avec la batterie incluse et le taux de rotation est nettement supérieur. On a notamment constaté qu'on avait une accélération de ce taux très récente. C'est quoi le taux de rotation ? Alors je vais reprendre, j'ai en tête des données du mois de mai, mais qu'on avait échangé avec l'Argus, où on avait des premières rotations à 120 jours aujourd'hui qui sont tombées. On sait que ça s'est amélioré d'une trentaine de jours récemment, malgré une arrivée forte de voitures en volume. C'est combien chez Renault, Nicolas ? Alors chez Renault, chez les raisons de concessionnaires à particulier aujourd'hui, on est à 2,3 mois. Donc beaucoup moins que ce qu'on a vu tout à l'heure. On était plutôt à 6 mois. Oui, mais on a regardé une annonce. Alors, une fois encore, on trouve toujours de la disparité. Hein. Il y a ceux qui professionnalisent les choses et puis il y a ceux qui sont un peu plus dans l'attente, un peu moins actifs sur le sujet. Et très vite, on peut se retrouver du simple au double, au triple. Mais le volume principal, donc sur nos ventes de Zoé aujourd'hui, et en plus, il a tendance à se réduire. Mais on est à 2,3 mois aujourd'hui sur le réseau Renault Occasion. Pour apporter une précision, c'est vrai qu'on s'est trouvé avec une situation, on avait deux véhicules identiques à deux prix différents selon le fait que le véhicule soit en location de batterie ou non, parce qu'on avait les deux formules. Donc on constate aujourd'hui, on a lancé effectivement un dispositif qui permet de racheter la batterie. On est très attentif à la demande client, on a constaté que c'était Ça coûte combien d'ailleurs le rachat d'une batterie ? C'est variable, c'est une quote-part en fonction de l'âge du véhicule. Voilà, aujourd'hui, la différence entre une voiture en location de batterie et une voiture avec batterie incluse en neuf était de 5 900 € TTC. Qu'est-ce que préfèrent les clients qui viennent acheter un véhicule, une Leaf d'occasion ? Ils préfèrent acheter avec un contrat batterie ou acheter la voiture complète ? On s'est rendu compte que la demande est assez forte sur des véhicules avec batterie incluse, mais parce qu'en fait, tout simplement, le profil acheteur du véhicule d'occasion aujourd'hui est très différent du profil acheteur d'un véhicule neuf, mais donc ça peut correspondre à certains usages. Mais il y a une forme de relatif. On sait que l'acheteur d'occasion aujourd'hui est rarement un acheteur particulier qui souhaite financer. Il a un budget défini dans lequel il souhaite rentrer et le véhicule rentre ou non dans son budget. Et c'est pour ça qu'on a lancé des offres dans le cadre de notre label Club Occasion pour aider à financer. On a lancé un taux de crédit à 0%, l'idée étant pas forcément de tout financer, mais de pouvoir permettre à certaines personnes d'accéder au véhicule avec un coût, on va dire, qui est du coup sans intérêt pour lui. Chez BMW, on est plutôt sur un créneau premium. Le taux de rotation, c'est quoi sur les i3 qui sont en concession ? Alors déjà, est-ce qu'elles sont en concession ? Parce que chez Renault, les voitures sont en concession, mais pas chez BMW, c'est ça ? Oui, alors déjà, bonjour à tous, pour commencer. Alors, chez BMW, on est finalement dans un laboratoire, vous l'avez vu avec les volumes qui sont vendus par nos collègues ici. Nous, aujourd'hui, chez BMW, on a des volumes à remarketer qui sont beaucoup plus inférieurs, beaucoup plus petits. Donc on a vendu 400 voitures entre 2014 et cette année 2017, et une prévision de vente l'année prochaine de 600.
Voilà, en remarketing. Donc c'est une bonne partie, effectivement, comme disait Sandrine, de véhicules de démonstration, qui étaient liés au schéma de vente direct. Et on a de plus en plus, bien entendu, les retours off-lease, donc des véhicules 36 mois, 30 000 km. Donc on est pile poil dans l'utilisation classique, 10 000 km par an. Et aujourd'hui, la rotation est très très courte à notre niveau, donc d'un point de vue remarketing pur au sein du constructeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le véhicule rentre, il ressort quasiment instantanément. J'irai plus loin, j'aurais tendance à dire que, enfin, même pas tendance à dire, demande par anticipation. 97% aujourd'hui de nos volumes, qui sont faibles, mais 97% ressortent directement à notre réseau de distribution. Seulement 3% sont envoyés aux enchères, mais uniquement sous forme de test, tout simplement. On pourrait envoyer 100% de nos véhicules directement auprès du réseau. Et la rotation des véhicules, des BMWi en concession est très très rapide. Elle est de l'ordre de 70 jours maximum. Vous aviez une autre particularité chez BMW, c'est que vous commercialisez un véhicule électrique avec un range extender, prolongateur d'autonomie, qui au départ a été plébiscité par les acheteurs, 70% je crois des commandes, et qui au fil du temps, en étant rassurés par l'autonomie de la voiture, principalement avec la nouvelle batterie, a diminué, on est à moitié-moitié. Sur du véhicule d'occasion, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé. Est-ce que le profil de l'acheteur d'occasion est aussi sensibilisé par l'autonomie que le profil de l'acheteur neuf? J'aurais tendance à dire que c'est le même profil, en tout cas pour nous. Aujourd'hui, les questions que se pose un acheteur d'un véhicule neuf, l'acheteur d'un véhicule d'occasion se pose exactement les mêmes questions. Voilà, il suit la technologie, donc certains peuvent être dubitatifs pour un véhicule 100% électrique, et d'autres ont besoin encore aussi de se rassurer avec un véhicule, avec un moteur essence qui vient maintenir la charge, et donc inconsciemment se rassurer sur l'autonomie de son véhicule. Mais les questions sont exactement les mêmes. Est-ce qu'entre-temps, celui justement qui va acheter un véhicule d'occasion, il y a du recul sur le marché, n'a pas changé d'avis en se disant finalement le range extender c'est beaucoup plus cher, et puis l'usage prouve que c'est pas forcément nécessaire, donc ça sert à rien que je dépense plus. Donc on valorisera pas en occasion le coût du range extender. C'était ça ma question. Alors, au niveau du pricing, aujourd'hui, on le valorise un petit peu, tout simplement parce que, de base, les deux véhicules n'ont pas la même tarification. Donc, de fait, on a une répercussion en valeur de revente à la fois auprès de notre réseau et donc auprès du client final. Donc, il y a une différenciation. Après, c'est l'état d'esprit du client qui, en fonction de la confiance qu'il a en un véhicule tout électrique ou le besoin de se rassurer, va pencher pour l'une ou l'autre des possibilités chez nous. Oui, Sandrine. C'est ce que je rajoutais à l'heure du déjeuner quand on a un peu débattu. La proportion, donc BEV-REX en effet est à 50-50 aujourd'hui en 2017. On était à 70-30 plutôt sur 2015, début 2016. Et clairement, il y a aussi une géolocalisation de nos consommateurs qui est très importante à prendre en compte. Un consommateur électrique qui se situe à Annecy, par exemple, va plutôt prendre un Rex parce qu'il est en montagne et donc il va vraiment jouer l'assurance. Parce qu'on sait qu'on consomme un peu plus en autonomie en région montagneuse, donc il va plutôt jouer l'assurance. Par contre, il va se réassurer. Par contre, en urbain, sur Paris, la proportion est beaucoup plus importante sur une full électrique, ce que nous, on appelle le BEV, vraiment le full électrique. Donc, il y a aussi un jeu de localisation du consommateur qui est très importante dans sa réflexion par rapport s'il fait chaud, il fait froid, etc. C'est la même chose pour vous, il y a des zones géographiques où les voitures électriques se vendent mieux ou moins bien. On serait tenté de dire que les agglomérations sont plus consommatrices de voitures électriques, c'est pas forcément le cas. Alors en fait, effectivement, là aujourd'hui où on vend le plus de véhicules électriques, c'est le plus souvent en milieu rural, pour deux raisons principales. La première, l'espace. C'est souvent des gens qui sont en habitat individuel, donc ils peuvent charger chez eux sans trop se poser de questions. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ce sont des gens qui roulent beaucoup, parce que les distances sont grandes. Et contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, le véhicule électrique, plus on roule, plus c'est intéressant sur un aspect financier. Il n'y a pas d'usure. Le coût à l'usage est très faible. On parle de 2 € pour 100 km. Donc avec 200 € d'électricité, on fait 10 000 km. C'est des choses qu'il faut garder en tête. Et donc, c'est des gens qui ont un usage parfait du véhicule. Là où, par contre, en ville, c'est souvent plus difficile
parce que on pense à point de charge, on est en habitat collectif, les solutions sont un petit peu plus complexes. Donc on travaille avec notamment les instances gouvernementales pour faire avancer ces choses, pour le fameux droit à la prise, notamment pour les gens en habitat collectif, parce que ça sera l'étape de demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, il y a des régionalisations, sans même parler de l'infrastructure de recharge, qui est la clé de voûte du véhicule électrique, avec des choses qui sont très disparates d'une région à l'autre, selon le niveau d'activité des syndicats d'énergie. Alors c'est quelque chose qui a une influence sur le véhicule électrique d'occasion, parce qu'on parlait d'infrastructure de recharge, on peut parler d'allure de recharge. Est-ce que les gens, quand ils sont clients d'un véhicule électrique d'occasion, posent la question de savoir est-ce qu'il y a de la charge rapide, est-ce qu'il y a de la charge accélérée, est-ce que j'ai un chargeur optionnel qui me permet de charger plus fort? Il y avait des chargeurs optionnels chez Nissan, il y en a chez BMW. Est-ce que ça, c'est une demande qui est forte en occasion? Elle est déjà forte sur le VN, donc forcément elle sera forte mais là, on peut choisir, sur l'occasion. Il suffit de cocher sur le bon de commande. Oui, à la base, mais clairement elle sera aussi forte sur l'occasion, puisque le premier critère d'achat, et ça ressort dans toutes les études, il y a encore une dernière étude. Donc ça pourrait expliquer les disparités qu'on voyait en partie tout à l'heure. Exactement. Premier critère d'achat d'une électrique sur le marché, même avant le prix, même avant la marque, c'est l'autonomie de la voiture. C'est vraiment ça reste le premier frein. C'est le premier frein du consommateur. La première question qui se pose, c'est quelle est l'autonomie je vais avoir et donc combien de kilomètres je peux parcourir avec mon électrique. C'est vraiment un premier critère très important dans sa phase d'achat. Donc oui, forcément. Après, vous m'interrogiez tout à l'heure sur la BMW i3. Nous, aujourd'hui, on ne vend plus une i3 en VN sans la charge rapide et la charge accélérée, donc puisqu'elle est couplée avec la charge rapide, pour pouvoir avoir un véhicule plutôt bien placé en revente par rapport à ce réseau d'infrastructures qui est grandissant. On a plus de 20 500 bornes publiques, plus de 600 phases charge sur le marché français aujourd'hui, c'est les derniers chiffres. Et on a plus de 110 000, 120 000 bornes privées de Wallbox. Donc forcément, c'est une infrastructure grandissante. Le gouvernement pousse dans cette direction, met beaucoup d'argent sur la table pour avoir une infrastructure en France digne de ce nom, les constructeurs aussi. Et donc on se doit d'avoir un véhicule qui correspond aux attentes du client. Oui, Nissan a beaucoup œuvré d'ailleurs pour les infrastructures de recharge et l'installation de bornes de charge rapide. Combien en France installées par Nissan? Aujourd'hui, on est sur 330 bornes qui ont été déployées par Nissan et ses partenaires. Bon, pourtant, sur le marché, il y a des Leaf qui n'ont pas de charge rapide. Alors, encore une fois, toutes les premières Leaf étaient équipées de la charge rapide en série. Et ensuite, la gamme s'est étoffée à partir de 2013 avec des véhicules qui étaient aussi plus accessibles en termes de tarifs. Certains véhicules avec, certains non. D'accord, le niveau de base n'avait pas la charge rapide, il fallait monter au deuxième niveau. Le vrai sujet étant, un peu comme pour le véhicule électrique, il faut le bon véhicule pour le bon usage, ou la bonne borne pour le bon usage au bon endroit. De la même manière, on a des gens aujourd'hui qui n'en ont pas besoin, parce que le véhicule est utilisé dans un usage bien défini. On a d'autres milieux, on en a besoin. Je vais prendre le cas du milieu urbain dont on évoquait tout à l'heure. Aujourd'hui, la charge rapide en ville est indispensable, parce que c'est ce qui lève l'autonomie. Ça ne veut pas dire qu'on va passer 40 minutes sur une borne pour faire le plein de la voiture. Mais oui, typiquement, on s'arrête 10 minutes, un quart d'heure pour reprendre un peu d'autonomie. Exactement. Aujourd'hui, en moyenne, sur nos bornes, sur nos 330 bornes en France, ce sont 10 kWh qui sont délivrés par charge. Donc, 10 kWh, ça correspond au tiers de la taille de la batterie d'une Leaf 30 kW actuelle. Et un quart de la taille de la batterie de la nouvelle Nissan Leaf. Nicolas Renault n'a pas ce genre de problématique. Vous avez, de la charge accélérée. Il y a beaucoup de bornes de charge accélérée qui ont été installées en France. Vous avez des questionnements des acheteurs de véhicules d'occasion, justement, sur ces spécificités de charge? Non, mais comme vous le disiez, ils nous demandent toujours quelle est l'autonomie de la voiture. Ça reste la question. L'autonomie de la voiture. Alors nous, on est sur des autonomies. Donc là, on parle de la première génération. On est dans des autonomies qui vont entre 110 et 140 km. On a toujours des clients pour ça, puisqu'évidemment, je rappelle que le trajet moyen est autour de 30 km aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous leur vendez justement quand vous vendez une voiture d'occasion? Parce que vous dites 110 à 140 km si j'achète une Zoé d'occasion. Si j'ai du pot, j'ai une batterie qui est à 99% de capacité. Si j'ai pas de pot, elle est à 76%. À 75%, on va me la changer. Mais je peux très bien acheter une Zoé avec 100 km d'autonomie réelle ou 140 km d'autonomie réelle. Donc comment vous faites pour faire passer ce message? Justement, parce qu'on se laisse suffisamment de marge aujourd'hui. On peut voir que quand on dit 100, 120, 130, même si la batterie est à 80% de taux de charge,
Même si globalement, Vous donnez au client, quand il achète un véhicule, un état de santé de la batterie Non, pour une raison simple, c'est qu'en fait, on est labellisé, donc c'est une obligation. Aujourd'hui, quand on vend notre Zoé avec nos 5 engagements, on s'engage quoi qu'il arrive à donner un taux de charge de plus de 75%. Donc ça fait partie des standards. Donc à partir du moment où ça fait partie des standards, on ne le reprécise pas particulièrement. C'est un petit peu injuste de louer une batterie qui peut avoir 15% même 25% justement, on passe la barre haute pour que cet écart, finalement, il soit à peine perceptible par le client. Donc votre batterie, si vous avez 80 ou 85, je ne pense pas que ça va vous empêcher de dormir tous les soirs. Donc voilà, donc là-dessus, on y est attaché. Ce qu'il y a, c'est que par contre, il faut respecter un certain nombre de standards qui correspondent au label Renault Occasion Z2 avant de la vendre, et ça fait partie justement de notre offre. Qu'est-ce que vous donnez tous d'ailleurs comme garantie, comme nouvelle garantie aux acheteurs de véhicules d'occasion électriques chez Renault? Donc c'est 100 points de contrôle. Chez Renault, on est à 76 points de contrôle. 76. On a un essai gratuit au bout d'un mois. Un contrôle gratuit au bout d'un mois, pardon. On a l'essai du véhicule. On fait des garanties pièces et manœuvres qui vont de 6 mois jusqu'à 36 mois. Et puis. Et les contrats de location de batterie, c'est quelle durée quand on a un véhicule d'occasion? On les prend pour combien de temps? On les prend pour 3 ans. Oui, c'est des contrats de 3 ans. Et si je revends le véhicule avant d'arriver au terme si vous le revendez à particulier, vous allez sur MyZ2. C'est aujourd'hui assez simple. On s'est bien développé là-dessus. C'est relativement simple aujourd'hui parce que ça peut aussi être un frein c'est plus à l'achat d'une Zoé si on se vend entre particuliers de la cession du contrat de location. Aujourd'hui, c'est un petit marché puisque évidemment, on est sur des retours de buyback. Donc globalement, pour l'instant, c'est le marché essentiellement fait par des professionnels. Mais demain, il va falloir faciliter les choses auprès des particuliers. Aujourd'hui, le transfert de contrat, entre particuliers, il est relativement simple. Ça se fait sur Internet. Oui, il est plus simple que de faire une carte grise. Ça se fait sur Internet et vous faites une cession de contrat. Et la location passe chez le bénéficiaire. Donc, et si on va chez un professionnel, là, c'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui s'en occupe. Ouais. D'ailleurs, le professionnel, c'est lui qui paye la location de la batterie pendant que le véhicule est sur son parc? Non, parce que ça l'ennuierait un petit peu quand même. Donc, globalement, on l'avait anticipé. L'idée de la Zoé... On l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs, c'était très intéressant. Les variations de prix, finalement, quand on est sur du segment de 3 ans, que votre voiture elle est 36 mois, 37 mois, 38 mois, finalement, de parc, d'âge, donc potentiellement après, globalement, le prix reste relativement stable. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que déjà, le concessionnaire, on va le mettre à l'aise, on va payer pour lui la batterie pour une durée de maximum 6 mois, 6 mois, c'est déjà bien. Comme ça, paye combien, il prend le temps. Vous payez pour lui, mais lui, il paye 100%. 10 euros. Il paye 10 euros. C'est une forme d'assurance, c'est ça? C'est une sorte de conscience que quand il se fait prélever 10 euros, il sait que le constructeur est derrière. Donc globalement, il a 6 mois pour ça, et puis, mais évidemment, il la vend avant, mais ça lui laisse le temps de bien la préparer, de rencontrer les clients électrocompatibles, etc. Parce que c'est quand même, j'ai un métier quand même, c'est quand même un métier aujourd'hui de vendre des véhicules électriques, mais voilà, et on n'est pas dans la précipitation, comme j'ai pu le voir tout à l'heure, en disant tiens, il faut vite que je la vende. Alors, lui, il ne doit pas toucher 10 euros par mois. Alors, moi, maintenant, à la lumière de ce que j'ai vu tout à l'heure, si j'avais une Zoé, j'irais la vendre en Allemagne. Comment je cède mon contrat si je la vends en Allemagne, mon contrat de location de batterie? Là, vous êtes uniquement dans le cas de la location. Donc, en revanche, aujourd'hui, pour l'instant, on essaye principalement, on est quand même rentré dans une campagne de médias publicitaires où aujourd'hui, le rôle de la direction VO France, c'est principalement d'aller toucher des particuliers. Donc on se focalise essentiellement sur l'ensemble des ventes à particuliers aujourd'hui du réseau et non pas sur d'éventuelles exportations. Mais si je la vends de particulier à particulier, mais à l'étranger? Alors c'est un système de particulier à particulier entre la France et l'étranger. Oui, entre la France et l'Allemagne. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup. Mais je pourrais innover. Mais a priori, le site, est-ce qu'il est international? Ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui, c'est ça que vous êtes en train d'expliquer. J'ai un petit doute là-dessus, mais... en tout cas, le système de location, si ça marche pour les concessionnaires, logiquement de particulier à particulier, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème. Mais en tout cas, non, là-dessus, faisons-le. Ou pas. On va essayer. Alors, Thomas, les garanties données par Nissan quand on achète une Leaf d'occasion, c'est quoi? Alors, on est dans le cadre d'un label, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est sur des choses assez connues, effectivement, de
sans point de contrôle, garantie, qualité du véhicule. On s'est vraiment, nous, attaché à l'expérience client. Et quand je parle d'expérience client, parce que de toute façon, c'est lui qui décide. On demandait à quel prix on devait vendre un véhicule, c'est le client qui décide à terme, de toute façon. Et on s'est attaché à lever les freins. On a bien connu le sujet sur le véhicule neuf depuis 2011, 2010, 2011, quand les premières voitures sont arrivées. Et on a en fait dupliqué notre offre VN pour lever les freins qu'un client VN peut avoir, qui sont les mêmes que le client VO, c'est-à-dire l'autonomie, c'est-à-dire pouvoir partir plus loin quand j'en ai envie, et certaines choses. Donc on a un pack mobilité avec la possibilité de louer une voiture thermique quand on en a besoin. Ouais, vous offrez chez Hertz 4 semaines on a de effectivement un équivalent de 12 000 points qui peuvent être échangés contre des semaines de location offerte et qui représentent jusqu'à 4 semaines d'un véhicule thermique. Les gens l'utilisent ? Occasionnel. Les gens l'utilisent. Les gens l'utilisent, avec des usages très, très variés, très différents, mais aujourd'hui, au final, la réalité, c'est que c'est plus perçu comme étant un service additionnel que de mobilité, en fait, que simplement un besoin occasionnel de partir en vacances. Les gens s'organisent un petit peu différent. Mais donc, effectivement, la mobilité, c'est important, le financement, c'est important. On sait que les acheteurs VO ne financent pas, mais avec un taux à crédit à 0% sur 60 mois, on parle de vrais taux de crédit, ce sont des choses qui sont intéressantes. Effectivement, la mobilité, le fait de pouvoir accéder à un réseau de recharge, on travaille tous sur le sujet du réseau de recharge. On a effectivement déployé le premier réseau de recharge, et donc on y donne accès. Vous offrez une possibilité de recharge en même temps que le véhicule d'occasion aussi ? Oui, c'est-à-dire que le client a une carte qui permet d'aller charger sur le réseau déployé par Nissan et ses partenaires, donc gratuitement. D'accord. BMW, j'imagine que les garanties sont à peu près les mêmes ? Alors, chez BMW, on fait bien entendu comme nos collègues avec nos labels, enfin notre label BIPS. On a dû s'adapter. C'était justement la spécificité du véhicule électrique, c'était de devoir adapter notre label à ces véhicules électriques comparés aux véhicules thermiques. Donc au-delà des points de contrôle, du contrôle de la maintenance, des checks qui étaient faits sur les véhicules, on a adapté nos garanties, tout simplement. Notre assureur, notre organisme s'est adapté pour justement avoir des garanties spécifiques pour les BMW i, les i3 et les i8, puisqu'on les a sous la même garantie, avec une spécificité, mais qui est dans l'évolution que l'on a aussi au niveau du thermique, c'est-à-dire du no age, no mileage. Plus d'âge, plus de kilométrage minimum pour avoir la garantie, pour appliquer une garantie propre au label BMW. Donc ça, c'est spécifique à l'ensemble des véhicules BMW, pas seulement au BMW i. Voilà. Mais BMW i a dû s'adapter et on a dû adapter aussi nos garanties au même titre que les thermiques, tout simplement. Bon, comment formez-vous vos réseaux pour la vente de véhicules électriques d'occasion? On sait déjà que c'est pas forcément simple d'arriver à former les concessionnaires à vendre des voitures électriques. Quoique pour moi, le plus simple, c'est de les faire monter dedans et les faire rouler. En général, on descend convaincu que c'est une bonne solution. Mais comment faites-vous pour motiver les vendeurs de véhicules d'occasion? Ça, c'est un autre challenge. Monsieur Renault. Parce que c'est vous qui avez aujourd'hui le... Oui, d'ailleurs, tous les concessionnaires aujourd'hui sont labellisés véhicules électriques. Oui, ça y est, 100%. 100% sont capables d'intervenir et de vendre des OE d'occasion, 100% du réseau. Et au sein de chaque concession, il y a un référent ZOE. Tout à fait, il y a un référent ZOE et aussi un référent vendeur. D'accord. Donc lui est chargé de, par exemple, s'il a des petits camarades qui s'occupent du VO, qui ne sont pas forcément les mêmes, est-ce qu'il y a une transmission du savoir ou pas? Mais globalement, il faut, pour l'instant, on l'a dit quand même, c'est un petit marché. Quand on fait 220 000 ventes à particulier dans le réseau Renault, déjà un par concession pour l'instant, bien formé, c'est déjà un bel atout. Et aujourd'hui, c'est en effet lui qui véhicule et qui partage ces informations et qui se met à jour, évidemment, avec toutes les évolutions qu'on peut avoir sur le VO notamment et sur nos offres, puisque les offres font partie aussi de la formation. On parlait de garantie tout à l'heure. Hein, chez Renault Occasion, aujourd'hui, on vous offre, non seulement on vous offre un an de loyer, mais en plus, on vous offre l'accès à la borne. Elle est entièrement payée par le constructeur aujourd'hui sur toutes les voitures d'occasion. Il y a une limite quand même de tarifs. Il y a une limite de tarifs. On participe jusqu'à hauteur de 500 € hors taxe aujourd'hui, quand la dépense moyenne est à 448. Donc ça veut dire que globalement, on couvre... à part celui qui se fait installer une borne dans une grande propriété, très long à 3 km du compteur, bon, mais sinon on les couvre. Alors les formations vendeurs, nous on a organisé une grande campagne de formation
puisque c'est quelque chose, on l'a vu, le marché du véhicule électrique est très volatile. Donc, par exemple, il y a 2 ans, on aurait fait une formation, on aurait pu dire, bon, on va vous expliquer comment on va y aller. Maintenant, on est plus dans, regardez les chiffres, ça y est, c'est parti. Et donc on est dans l'étude produit, l'étude comportementale, toutes les évolutions qu'il peut y avoir, la partie administrative. Voilà, évidemment, on étudie la concurrence aussi, les comportements, et tout ça, ça fait l'objet d'un module. On le fait à peu près 2 fois par an. Et on reçoit, on se déplace de DR en DR. Moi, j'en fais de temps en temps aussi parce que j'adore discuter avec eux. Et c'est entièrement organisé en plus par notre direction à nous, parce qu'on est, nous, les spécialistes du VO pour Renault. Donc voilà, et c'était très important qu'on le fasse. Et aujourd'hui, on le fait sous forme de modules groupés tous les 2 ans. Il y a des profils de concessionnaires qui sont plus électro-compatibles que d'autres. Oui, en fait, on voit que globalement... c'est un peu comme le véhicule utilitaire, il y a ceux qui font et puis il y a ceux qui sont un peu plus sensibles. Sauf que ce que je vois comme comportement, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a 1 an, quand on discutait avec les concessionnaires, pour ceux qui n'allaient pas, ils avaient toujours un petit doute, etc. On avait une discussion sur l'interrogation et puis là maintenant, ceux qui font pas, il y en a de moins en moins, ils commencent à regarder les autres et ils se disent bon... Là, je disais peut-être maintenant, ça va être pour moi aussi. Il n'y a pas de raison que je ne partage pas cette part du gâteau. Donc maintenant, on est vraiment dans une démarche commerciale là-dessus avec notre réseau. Mais évidemment, il y en a qui surperforment par rapport à d'autres. Hein. C'est une sensibilité. Est-ce qu'il y a une explication? C'est lié à quoi? C'est lié à tout, c'est lié à l'environnement. On a parlé, nous on est plutôt quand même présents sur les zones urbaines et périurbaines. Hein. Sur la masse, au global, on retrouve quand même les gros points sur Paris, Lyon, Bordeaux et toute sa région. C'est là où on a les plus grosses masses, mais c'est lié à l'endroit, c'est lié évidemment à la qualité du vendeur, c'est à la qualité du sourcing qu'il peut avoir et qu'il achète. Enfin, et puis sa capacité aussi à relayer les informations quand il y a des grosses opérations nationales et qu'en local, le concessionnaire fait ses opérations locales pour relayer. Enfin, tout ça, c'est un ensemble qui fait qu'à un moment, quand on s'en occupe bien, c'est un marché. Vous parlez de la qualité du sourcing, on a vu d'après le graphique tout à l'heure, qu'en fait, elle ne comptait pas tant que ça, quoi. Peu importe le kilomètre, peu importe l'âge de la voiture, on a l'impression que c'est grosso modo un peu toujours le même prix. Oui, alors pour l'instant, non, parce que vous avez quand même, en fonction des âges et kilométrages, vous avez quand même des grilles qui peuvent changer, puis en fonction des versions aussi. Même si la grosse masse aujourd'hui est sur les 3 ans, 36 mois, 37 000 km, on a aujourd'hui encore un peu de disparité parce qu'on a un mélange entre des locations 24 mois de société et les locations de particuliers de 3 ans qui ont commencé il y a 3 ans. Mais bon, après, c'est vrai qu'au niveau de la masse, il faut pouvoir avoir, si vous voulez un sourcing diversifié, il faut quand même avoir des Zoé à tous les prix, à toutes les versions quand même. On va y venir. Hein. C'est quoi la fourchette aujourd'hui chez Renault d'une Zoé d'occasion? La fourchette aujourd'hui, je vous dis, globalement, sur une Zoé de 36 mois à 40 mois, qui a entre 30 et 40 000 km, aujourd'hui, on la vend 9 600 €. D'accord. Mais avec tout le package, par contre. Et le Z2 Pass qui permet à l'accès à 20 000 bornes pour éviter d'avoir toutes ces cartes dans son portefeuille. Effectivement. Thomas, comment vous aidez-vous vos concessionnaires à vendre les livres d'occasion? Il y a des formations spécifiques également où vous en tenez à leur connaissance de la LIF vu qu'elle est arrivée un petit peu avant. Le point qui est intéressant, effectivement, il est là. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans l'idée qu'on a des concessionnaires qui ont vendu une première LIF en 2011, l'ont reprise en 2014, l'ont revendue en VO, ont vendu une neuve, parce qu'une fois que le client est en véhicule électrique, il y reste. Ouais, c'est quoi d'ailleurs le taux de renouvellement, je dirais ça comme ça? Alors, il est extrêmement élevé. Le sujet, c'est que là, on est sur des gens qui ont renouvelé 2 fois. C'est-à-dire qu'on a repris une LIF en 2014 qu'on a revendue, oui. Et la LIF qui était vendue en 2014, on la reprend aujourd'hui pour revendre la nouvelle. Et donc, on a un niveau d'expertise, effectivement, qui est assez élevé, communiqué par l'enthousiasme des vendeurs aussi VN, par rapport à la part des ventes à notre chaîne Nissan. On a vu les volumes de LIF qui sont assez importants. Donc le poids de la LIF au sein de nos ventes est important. Donc le véhicule représente un commerce important pour notre réseau. Donc les distributeurs, ils sont sensibilisés. Le deuxième sujet, c'est le déploiement des forces terrain. Donc on avait déjà des forces terrain pour le véhicule neuf sur le véhicule électrique depuis 3 ans. Donc on avait déjà initié cette démarche-là et on a appuyé sur le sujet VO avec bien évidemment un déploiement via des coachs VO également. On a un excellent travail fait par les équipes du siège pour le déploiement de ce programme VO pour
faire toucher du doigt. Mais le meilleur ambassadeur, c'est le véhicule par lui-même. En général, dès qu'on commence à rouler avec le véhicule, on se rend compte des avantages et il y a beaucoup d'échanges entre les vendeurs VO et les vendeurs VN parce qu'ils se parlent de toute façon. D'accord. Chez BMW, pour aider le réseau, on a vu que ça passait pas beaucoup par le réseau, mais quand même un petit peu, vous avez des actions spécifiques. Là, on a l'impression en plus que les constructeurs qui sont habituellement concurrents sur le marché des modèles thermiques n'ont pas d'intérêt à être concurrents sur celui du véhicule électrique puisqu'il est naissant et tout le monde va un petit peu dans le même sens pour le moment. On essaye de construire. Tout à fait. Et on se rejoint totalement, c'est-à-dire qu'au lancement des produits qui sont relativement récents, là, côté BMW, l'ensemble des équipes, que ce soit VN et VO, ont été initiées au lancement de la marque et au lancement des produits. Donc, on bénéficie des formations produits, déjà, d'une part. Après, tout au long de l'utilisation en concession des véhicules, on a aussi, au même titre que Renault, une personne identifiée BMW i côté VN qui devient le référent en fait, produit au sein de la concession et qui vient aussi former ses collègues, tout simplement, donner de l'information, véhiculer la formation et l'évolution de la technologie. Et puis côté VO, après, on rentre tout simplement dans un cursus de formation classique de nos commerciaux VO, avec une certification à la fois des commerciaux, des responsables VO, dans lequel il y a du métier et il y a aussi un petit peu de produit. Ils ont un profil particulier, ceux qui s'intéressent à la voiture électrique, ou alors ça peut être tous les âges, tous les niveaux sociaux, enfin tous les niveaux sociaux. Ils travaillent tous dans la concession. Mais... Alors, je vais répondre peut-être avec un avis un peu personnel. J'aurais plutôt tendance à dire que la moyenne d'âge est plutôt plus jeune. Voilà. Mais encore une fois, ça serait méchant que de dire que c'est uniquement les jeunes qui s'y attardent. Loin de là. Je pense que ça touche vraiment toutes les populations et c'est vraiment un état d'esprit. D'ailleurs, la clientèle de l'AI3 aujourd'hui, c'est quoi ? C'est plus des jeunes, c'est plus des personnes qui sont déjà établies, qui ont des moyens un peu plus élevés. Je pense qu'il faut partir du préambule. La clientèle de l'AI3, elle a énormément évolué entre 2013 et 2017. On a une clientèle beaucoup plus large qu'au lancement de l'AI3 en novembre 2013. En novembre 2013, on était plutôt sur du trendy, du early adopters, avec un panier moyen assez élevé, et donc qui voulait aller dans la tendance de l'électrique. Et aussi notre population un peu geek, très portée sur la partie électricité, électrique, un peu physicienne, qui se retrouvait dans ce véhicule. Elle a beaucoup évolué, on l'a vu fin 2016 avec le mondial de l'automobile, et on a fait beaucoup d'études sur 2017 sur la typologie de nos clients. Aujourd'hui, c'est à la fois de la profession libérale, beaucoup de professions libérales, mais c'est dû à la fiscalité du produit, forcément, de l'électrique, par rapport aux aides gouvernementales sur la fiscalité. Et puis, c'est aussi beaucoup de retraités. Des retraités qui ont un très très fort pouvoir d'achat et qui viennent de marques premium, pas forcément de chez BMW, puisqu'on a un taux de conquête qui est très important chez I. On a 60% de conquête. Donc on voit bien que ce n'étaient pas des clients forcément BMW thermiques à la base, donc ce sont des nouveaux clients. Et beaucoup de retraités, puisqu'ils n'ont plus d'enfants, ils ont des petits-enfants, ils sont plutôt retraités jeunes dans leur tête et qui ont envie d'avoir un véhicule branchouille, voilà, un véhicule un peu design. Ouais. Voilà. Question générale à vous tous, est-ce qu'il arrive qu'il y ait un client qui vienne acheter une voiture thermique, essence ou diesel, et qui repart avec un véhicule électrique d'occasion ? Moi, c'est... Oh, je t'en prie, vas-y. C'est la dernière question. Oui, mais on va vous demander de répondre un par un, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Alors oui, ça arrive. On va répondre oui, parce que je prends un exemple chez nous, ça peut nous arriver de temps en temps de ne pas forcément avoir l'offre du client, comme si vous avez une Clio essence à 9 600 €, la dernière est partie. Globalement aujourd'hui, une alternative avec une Zoé à 9 600 € quand vous conduisez, quand vous avez un profil de conduite qui s'adapte, ça répond à la demande du client. Bien sûr qu'on a de la conquête sur les véhicules thermiques. Même s'il n'était pas, si c'était pas dans sa shortlist au départ, vous lui proposez. Je vais faire vite parce que je crois qu'il faut qu'on aille vite, mais il y a vraiment deux types de catégories. Il y a celui qui est convaincu, qui est geek, qui va sur le net, qui fait partie des réseaux sociaux, qui en connaît plus que nous. Et puis il y a celui qui a la surprise d'avoir une proposition du vendeur qui a bien fait son travail et qui lui dit finalement un véhicule électrique ça serait pas si mal. C'est vraiment et on a vraiment pas mal de ventes à ce niveau-là. Mais il faut le proposer. Il faut le proposer. Thomas, c'est un peu pareil. Alors, je vais répondre en continuité parce que le vrai sujet aussi avec le véhicule électrique, c'est sa notoriété.
Parce qu'aujourd'hui, on sait que ça existe sur le neuf, hein, c'est difficile de passer à côté. Dès qu'on allume la télé, qu'on écoute la radio, tout le monde en entend parler. En France, moins dans d'autres pays, et ce qui explique aussi la performance de la France par rapport à d'autres marchés européens. C'est le même sujet aussi sur le véhicule d'occasion. C'est que là, maintenant, il faut faire savoir que le véhicule d'occasion électrique existe et que ça peut être un très bon VO lié à l'absence de vétusté, la durabilité des batteries et au fait que les villes vont restreindre de plus en plus l'accès. Donc un véhicule zéro émission, même s'il a 15 ans, il sera toujours zéro émission. Donc il va avoir de plus en plus d'intérêt au fur et à mesure que le temps passe. Nous, on a un sujet qui est assez simple, c'est que souvent nos vendeurs... alors, encore une fois, on est assez... l'électrique est une stratégie de marque chez Nissan. On a souvent la première question qu'on pose à un client qui rentre dans le showroom, c'est combien de kilomètres vous faites par jour et est-ce que vous avez une prise chez vous? Si la réponse... C'est la même question que je pose à la radio tous les dimanches aux gens qui me disent et voilà, à partir de ce moment-là, si les réponses sont positives, alors il y a plein de solutions qui existent, mais si encore une fois, il faut proposer le bon véhicule à la bonne personne, c'est le vrai sujet. Et c'est le client qui est au centre de ça. Mais si les réponses sont positives, le deuxième sujet, c'est est-ce que vous connaissez le véhicule électrique, et le troisième sujet, c'est aller faire un tour avec. Et après, on discute et on échange. Ça marche très bien sur le neuf comme sur l'occasion. C'est sûr que quand on est monté dedans, alors, à plus forte raison avec une i3, parce que quand on monte dedans, on a réellement l'esprit de la BM tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire la voiture dynamique, qui n'est pas plan-plan à conduire du tout. Oui, on a mis toute la technologie BMW dans la i3. C'est vrai que de 0 à 100, c'est 7,4. On va lancer la S sur le marché français d'ici quelques jours. Est-ce qu'il y a des gens qui remplacent d'ailleurs leur ancienne i3 par une nouvelle pour avoir... Oui. Vous parliez des geeks. Oui, c'était la dernière question. C'est promis, Alexandre. Oui, on a vraiment des fidèles chez I et du coup qui sont passés de la 60 à la 94 et qui passeront certainement sur la nouvelle génération. Et on voit l'engouement par rapport à notre marque BMW et à son côté sportif et motoriste sur la S qui va représenter un peu plus de 20% de notre volume, certainement l'année prochaine. Donc voilà, avec cette nouvelle offre. Donc oui, forcément, on a des fidèles, comme on l'a sur le thermique. Ouais. Bon, merci Sandrine Dargaud, sinon je vais me faire tirer les oreilles. C'est pas que j'aime pas ça, mais quand même. Alors, merci Nicolas Lemeillan, merci Thomas Chrétien et merci. Sébastien Frezza.